Bonjour les amis, c'est Walker Bawini. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la suite des vidéos dédiées au projet d'addiction en eau potable. Nous avions tracé les réseaux sur Civil 3D et maintenant nous cherchons à estimer les besoins en alimentation en eau potable et puis nous allons faire une répartition provisoire de ces débits qui sera peut-être dans les vidéos prochaines calculée avec la méthode de COS. Alors sans plus tarder, les réseaux, je vais les chercher. Les réseaux de la fois passée, addiction, projet eau potable, ok, je crois que c'est ça. Je vais chercher les réseaux qu'elle me veut tracer. Voilà, je disais les réseaux est là. Nous avons tracé les réseaux. Maintenant ici, il faudrait savoir quel est le type de débit qui va circuler dans ces réseaux, donc la dotation principale, et puis essayer de partager ça dans les différentes circulations. C'est ça le travail que nous allons faire dans cette partie du tutoriel. Voilà. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin, ils n'ont qu'à aller dans notre chaîne YouTube appelée Walker Bawini et ils vont retrouver toutes les vidéos précédentes en rapport avec le projet. Donc nous avons les réseaux, ici nous avons pris la source et les stations de purification, le traitement il sera toujours là. Et puis de l'autre côté on va placer notre citerne château d'eau parce que c'est la cote la plus élevée et on avait ajouté une réserve de 5 mètres parce que c'était la cote de 387 388 je crois, plus 5 mètres et on est à 393 où on va placer notre citerne. Voilà. Alors on va rappeler les quelques petites notions en rapport avec le projet avant de calculer réellement le projet. Projet d'alimentation en eau potable, estimation de la demande en eau. 1. Population. On doit pouvoir utiliser les ouvrages de captage et de la distribution des eaux de consommation ainsi que ceux de collecte des eaux usées pendant une période d'état initial appelée durée d'utilisation. Donc tout ce que nous allons faire comme projet, c'est par rapport à une durée. Et la durée ici est déterminée par le projet. Pour dimensionner adéquatement ces ouvrages, il faut tenter de prédire avec le maximum de précision possible la croissance de la population au cours de la durée d'utilisation. Les diverses méthodes présentées ci-dessous permettent de prédire l'évolution de la population à l'aide des informations disponibles. Population antérieure ou actuelle, caractéristiques économiques de la région en question. C'est-à-dire, il faut savoir que si vous faites votre projet, si le projet doit durer 5 ans ou 10 ans, vous devez calculer par rapport à pas la population actuelle, mais la population qui sera dans 10 ans. Donc, il faut essayer, comme ingénieur, d'estimer quelle peut être cette population après 10 ans. Donc, on part de la population actuelle qu'on va recenser sur place et puis on va projeter pendant la durée de vie du projet pour que le projet en cours d'exploitation n'ait pas de difficulté. L'ingénieur concepteur doit donc prévoir dès le stade de la conception quelle sera la population à desservir durant la vie de la structure projetée, ce qui constitue pas une tâche facile parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer et qui peuvent influencer l'évolution de la population. Soit en termes positifs, donc augmentation, ou en termes négatifs. Mais le plus souvent, c'est en termes positifs. L'essor économique, il y a des histoires qui peuvent faire que la population, il y a par exemple des mouvements en masse qui peuvent se produire et que la population puisse doubler ou tripler pendant les prochains. Selon les besoins de prévision, il existe deux types d'estimation de la population.
l'estimation à court terme. Donc, quand on est dans un projet de 5 à 10 ans, on peut faire une estimation à court terme, ou on peut faire une estimation à long terme si c'est un projet qui va de 10 à 50 ans. Il va de 10 à 50 ans. Alors, donc, je disais, selon les besoins, on va projeter soit la population pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et voilà. Les estimations à long terme constituent un défi, étant donné la grande incertitude entourant les conditions qui existeront dans un avenir lointain. Il semble utile, dans ce cas, d'analyser la courbe de croissance des années passées, tenter d'y décélérer une tendance, même si souvent des facteurs socio-économiques, entre autres guerres, récession économique, installation ou départ d'une importante entreprise, perturbent la croissance des agglomérations urbaines. C'est-à-dire, nous pouvons bien projeter, mais ce que vous devez retenir est qu'on peut avoir des phénomènes qui peuvent perturber la croissance qu'on a estimée après autant d'années. On peut avoir une situation de guerre dont la population dans la région de Tid peut quitter la région et fuir, et voilà, la population va diminuer. Ou ça peut être dans le cas contraire. On a étudié un site en projetant que la population va croître suivant tel ou tel nombre, mais que la guerre a influencé une autre partie de la région où les réfugiés viennent s'installer dans la région en étude, et là, la population peut quadrupler, quintupler par rapport à la population. Donc, les estimations à long terme ont beaucoup d'incertitudes que les estimations à court terme. Source d'information. Pour pouvoir estimer au mieux la croissance des populations, l'ingénieur dispose de plusieurs sources d'informations, notamment les recensements nationaux. On peut les consulter pour avoir, nous avons combien d'habitants dans les sites que nous voulons produire l'eau potable. Les données relatives à l'immigration et à l'émigration sur le plan national et régional, les statistiques relatives aux naissances et aux décès, plan d'urbanisme grâce auquel on connaît l'occupation actuelle et projetée du territoire et on peut estimer la densité de la population. Donc, on va se remettre à l'administration pour avoir des informations sur la ville ou les quartiers sur lesquels on veut faire le projet, pour avoir de bonnes informations par rapport à la population. Mais on se bute parfois à des problèmes où il n'y a pas d'information, il n'y a pas eu de recensement dans les quartiers, il n'y a aucune information. Alors, comme ingénieur, on va toujours voir d'autres sources ou d'autres tactiques pour essayer d'estimer la population. Densité de la population. La densité de la population s'exprime généralement en nombre de personnes par hectare, la répartition de la population par rapport à la surface. Et vous n'oubliez pas qu'un hectare et 100 hectares, c'est 10 000 mètres carrés. Un hectare, c'est 100 arts, c'est 10 000 mètres carrés. Nous avons un tableau ici, très intéressant, qui peut nous présenter le nombre de personnes par hectare. Par exemple, ici, nous avons zone, comme vous pouvez voir, zone, et de l'autre côté, nous avons le nombre de personnes. Donc, si je n'ai pas de données, mais je peux savoir en prélevant les quartiers, ici par exemple, je rentre là, cet espace ici, et si je fais le polygone, ça peut me donner directement la surface ici. J'exprime cette surface en hectares, et par rapport au nombre d'hectares que j'ai, je peux directement avoir une estimation sur la population par laquelle je peux travailler. Donc, si je suis dans une zone résidentielle où j'ai des maisons unifamiliales, des grands terrains, alors je peux partir de 10 à 30 personnes par hectare. Et si j'ai 5 hectares pour mon terrain, je peux multiplier par 30 et j'ai par exemple 150 personnes, 150 habitants. Et partant de ces 150 habitants, je peux estimer les besoins en eau et faire le dimensionnement du réseau. Et ainsi de suite, maisons unifamiliales, petits terrains, là c'est 30 à 70. Si j'ai des maisons multifamiliales, j'aurai jusqu'à 200 personnes par hectare.
si je suis dans le cadre du meuble d'habitation, dans la région où je vais faire l'étude, il n'y a que du meuble d'habitation. Alors, par hectare, je peux considérer 200 personnes par hectare ou jusqu'à 2000 personnes par hectare. Voilà. Maintenant, si je ne pars pas dans cette considération de la surface, mais je peux partir dans la considération des ménages. Et dans ce cas-là, chaque ménage peut contenir en moyenne 7 habitants. Donc, on considère qu'on a un papa, maman, on a des enfants. On peut avoir au minimum 7 personnes par parcelle ou par ménage. Et il me revient maintenant de compter ici, par exemple, compter le nombre de maisons qui sont là. Je multiplie seulement par 7 et je trouve une première estimation en avant-projet sur la population à desservir ici. Voilà. Donc, je disais, je vais compter le nombre de la population des maisons ici. Et puis, je multiplie par 7 pour que je trouve le nombre des habitants de cette partie. Et puis, je pourrais faire des études en avant-projet. Voilà. Modélisation de la croissance. Étant donné, quand on trouve déjà le nombre de la population, il faut maintenant projeter cette population. Alors, je vais partir pas à pas. Ici d'abord, comme je parle de l'hypothèse où chaque ménage comptait 7 habitants, je vais ouvrir un classeur Excel rapidement. Là. Et puis ici, je vais le renommer ici. Population. Et besoin. Voilà, je les renomme comme ça. Je vais l'enregistrer. Je vais les classer dans notre famille dossier. Là, YouTube, projet alimentation no Kisangani. Ici, je l'appelle par exemple classeur eau potable Kisangani. Alors, on va faire tous les calculs ici, y compris la méthode de cross. J'enregistre. Alors, ici, estimation de la population. Ou encore information sur la population, estimation. Bon, je laisse ça comme ça. Maintenant, ici, je prends nombre de ménages. Nombre de ménages. Je fais ça, double-clic. Voilà, nombre de ménages. Mais ici, je mets la population. Population. P. T0. C'est la population à l'année 0. Et puis, on va prendre population actuelle. Je préfère ça. Population actuelle P0. Et puis, population future PN. Voilà. Je fais les choses comme ça. Je mets ça en gras. Voilà. Alors, nombre de ménages. Je vais compter. Je rentre sur AutoCAD. Civil 3D, pardon, je vais compter. Et vous voyez, l'espace est déjà circonscrit. Alors, je vais compter maille par maille. Et voilà. Alors, ici, dans ces mailles, j'ai combien de ménages? Je commence par ici. 1,
je vais partir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une grande maison. Pas de problème. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 pour ces mailles. Je rentre dans l'autre maille. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Je suis maintenant ici. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, voilà. Donc j'ai presque 94, ça se divise comme ça. Donc normalement ça va passer par ici. Donc je peux prendre ça, 95, c'est à cheval, 96, 97, 97, je rentre encore là, c'est à une partie, bon, je prends ça, je peux le compter, bon, le résultat c'est limité là, 97, 97, alors je mets une réserve de 3 maisons, donc j'ai presque 100 maisons ici, 100 ménages, je rentre sur Excel, là, nombre de ménages, je mets 100, 100, ok, j'ai 100 ménages, vous allez vous donner la peine de compter pour vous, je peux compter aussi, je peux faire l'erreur, mais c'est en avant-projet, comme ici, c'est vraiment une concentration, voilà, une concentration ici, et ici, une très grande maison, je ne sais pas, est-ce que, bon, ça, ce sont des ghettos ou quoi? Mais au moins, c'est une estimation en avant-projet. Ne me tenez pas beaucoup de rigueur, vous aussi, la même chose. Si c'est réellement le projet qu'on doit l'exécuter, alors si ça devient le cadre des projets, parce que là, on est dans l'avant-projet, il faut partir du chef de quartier, il va donner directement le nombre d'habitations. Mais dans ce cas ici, c'est ça la technique que vous procédez pour avoir au moins une idée sur le nombre de la population à desservir. Ok. Alors, dans les classeurs, j'ai 100 ménages. 100 ménages. Ok. Alors, maintenant, je rentre dans les fichiers ici. Comme j'ai 100 ménages, je multiplie par 7. J'ai au moins la population actuelle. Donc, égale, c'est ça ici, multiplié par 7, qui est le nombre d'habitants par ménage. Et j'ai 700 habitants. 700 habitants. Voilà. Ici, 100 maisons. Très bien. Alors, population future. Maintenant, nous avons dit qu'il faut toujours projeter le nombre de la population ici vers la fin du projet. Le projet sera ici, nous prenons n égale à 5. Donc, on va faire un projet de 5 ans. N égale à 5.
un projet de 5 ans. Quelle sera la population de 700 personnes ici après 5 ans? C'est ça en fait PN. Alors ici, modélisation de la croissance de la population, l'estimation basée sur la croissance arithmétique. La croissance linéaire s'exprime à l'aide de l'équation suivante. Pn égale à P0 facteur de 1 plus n fois t. Pn, c'est quoi? C'est la population dans l'année de la durée du projet. P0, c'est la population à l'année de base pour la population initiale. N, c'est le nombre d'années de projection. Alors, comme dans les cas ici, on va prendre n égale à 5. Et t, les taux de croissance. Le plus souvent, c'est 1.5 jusqu'à d. On prend souvent 1.6. Mais ça dépend des études faites sur cette population, voire le degré d'accroissement. Alors, nous n'allons pas faire l'estimation arithmétique, mais nous allons faire plutôt l'estimation géométrique. On exprime la croissance géométriquement à l'aide de l'équation d'intérêt composé. Voilà. Et ici, géométrique, c'est-à-dire, arithmétique, c'est-à-dire la croissance est constante, mais géométrique, la croissance est fonction de la population. Alors, ici, c'est la formule, c'est Pn égale à P1 ou P0. C'est mieux P0, c'est P0. P0, facteur de 1 plus T. T, c'est le taux d'intérêt exposant nombre d'années, le N. Je repasse cette formule pour retrouver la population après 5 ans. Donc, égale P0, là. Bon, je copie d'abord cette formule ici. Je vais capturer ça. Capture, là. Et je ramène ça sur Excel. Là, copier ici. Et puis, je suis sur Excel. Non, je vais coller. Là, voilà. Donc, j'aurai ici égal GP0, là, facteur, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt 1,6%, donc 0,016, 1,6%, et le tout exposant, après ce qu'on fait, vous n'oubliez pas, exposant 5. Non, exposant, alors carrément je mets exposant 5. Là. Enter. Voilà, donc ça signifie que on aura 757,8. Je peux diminuer ici à 2 rangs. 8 ou carrément, alors j'avance ça ici. Donc 758, parce qu'on n'aura pas 7, quelque chose d'habitants. 758 habitants. Voilà. Donc après 5 ans, on aura cette population estimée. Alors, « 758 population à desservir. » Ok. Maintenant, je rentre. Volume et début des eaux de consommation. Maintenant, ici, nous sommes là. Cette population ici, 758 habitants ici, aura besoin de combien de litres d'eau par jour? C'est ça la question qu'on va se poser ici. Quantité d'eau. Volume et débit des eaux de consommation. Le volume et le débit d'eau de consommation, qui varie considérablement en fonction des conditions locales, reflète en général le niveau de vie des habitants d'une localité. Donc, ce débit-là dépend du niveau de vie de la localité. Il y a des localités qui consomment plus d'eau, d'autres moins d'eau. Pour un espace donné, la consommation totale d'eau comprend l'eau distribuée pour la consommation domestique, l'eau qu'on utilise à la maison, l'eau fournie au commerce, s'il y a des commerces ou des entreprises,
On utilise de l'eau pour la fabrication dans des industries de la savonnerie. Vous avez des industries cosmétiques, vous avez des friperies, vous avez des boucheries. Donc, on peut avoir besoin de plus d'eau là-bas. Mais il y a des localités qui n'ont pas ces commerces. Et on a encore l'eau qu'on peut envoyer pour l'utilisation publique, c'est-à-dire le nettoyage des riz et la lutte contre les incendies. Tout ceci constitue le besoin total de la consommation en eau. Nous proposons ici des moyens pour estimer la consommation totale annuelle dans une ville. Nous montrons également comment on peut partir des débits moyens et à l'aide des facteurs de pointe, évaluer les débits maximaux et minimaux mensuels, hebdomadaires, journaliers et horaires. C'est-à-dire, durant toute l'année, on a des jours ou des mois qui peuvent avoir besoin plus d'eau que d'autres qui ont besoin de moins d'eau. Donc, on aura des débits maximaux et des débits minimaux. Il faut avoir les informations de tout ça pour essayer d'estimer le vrai besoin en fait. On peut utiliser ces débits pour effectuer les calculs relatifs à la conception des systèmes de traitement des eaux et à celle des réseaux de distribution. On appelle eau de consommation toute eau potable, toute eau produite par les usines de traitement des eaux d'une ville, et c'est même si, en plus de la consommation domestique proprement dite, cette eau sert à une multitude d'autres usages, approvisionnement des commerces et de certaines entreprises. On ne compte pas l'eau utilisée par les entreprises et à leurs propres sources. La lutte contre l'incendie, le nettoyage, c'est ce que nous avons déjà dit. Alors, on exprime souvent cette consommation que nous appelons ici dotation en litres par personne et par jour. Alors, on parle de litres par personne par jour des personnes desservies. Alors, on peut dire que la consommation totale par personne, c'est quoi? C'est la production journalière qui a été faite sur le nombre d'habitants desservis. En d'autres termes, ça signifie que on peut tirer à partir du nombre d'habitants, on multiplie par la consommation pour chaque personne, on trouve la production journalière ou les besoins journaliers. Souvent, on exclut dans ces calculs la consommation du gros consommateur comme des entreprises industrielles. On appelle la perte d'eau la quantité d'eau perdue à cause des défectuosités du réseau de distribution. Elles sont de l'ordre de 20% de la consommation totale moyenne. C'est-à-dire, quand on va établir les réseaux, il arrive que parfois, ici, il y a bris de conduite, les eaux se perdent comme ça. Et alors, il faut toujours tenir compte de ça. Mais quand on fait les calculs, il faut se mettre en tête que les pertes qui peuvent avoir lieu dans les réseaux représentent 20% de la consommation totale. Moyenne totale. La consommation d'eau, totale d'eau, est la somme de tous les types de consommation qu'on a dit d'abord, domestique, commercial, public, pour nettoyer les rues et tout ça, et y compris les pertes. Et les pertes ici sont de 20% de ce qu'on a. La consommation totale par personne dans les villes, au Québec par exemple, probablement à cause des gaspillages et des pertes importantes dans les réseaux de distribution, la consommation totale par personne est très élevée. Dans les villes, elle varie de 300 à 820 litres par personne par jour. Donc ça, c'est au Québec. Alors, dans les villes du monde, pour le reste de la partie, les consommations totales varient aussi peu que 132 litres à 675 litres par personne desservie. Donc, si on vous donne un intervalle, vous pouvez jouer entre 132 et 675 litres. Le plus souvent, dans le cadre d'avant-projet, on considère 150 litres par personne desservie. Donc, ici, pour savoir la consommation, comme nous avons déjà le nombre de la population, on peut multiplier par 150 litres par personne et par jour, et on trouve la consommation journalière. Mais si vous voulez extrapoler, donc faire encore plus, vous pouvez vous dire, bon, vous allez avec 200 litres par personne, ça dépend de vous, mais l'intervalle c'est de 132 à 675, ça dépend de l'appréciation de la population qui s'y trouve dedans. Voilà. Calcul
de débit. La consommation d'eau n'est pas constante. Elle est en effet, rappelons-le, soumise à des fluctuations selon les mois de l'année, les semaines du mois, les jours de la semaine et les heures du jour. Donc, elle varie cette consommation. À certaines périodes, les débits à fournir sont donc considérablement éloignés des débits moyens. Le débit moyen, c'est que nous avons calculé là, nombre de personnes multiplié par 50 litres. Dans un sens comme dans l'autre. Pour cette raison, il faut concevoir des équipements qui puissent satisfaire adéquatement à ces diverses consommations maximales, aussi bien que minimales. Il faut par exemple, en période de débit maximaux, que les pertes ne soient pas trop élevées et que les pressions résiduelles soient suffisantes. De plus, les capacités de pompe des usines de traitement et des réservoirs doivent être appropriées en période de débit maximum notamment. Les réservoirs doivent se remplir afin qu'on puisse y puiser l'eau au cours de cette période de consommation maximale. Nous présentons et analysons ci-après les informations et les moyens dont un ingénieur dispose pour calculer les débits totaux des pointes. Débit moyen journalier. Le débit moyen journalier est donné par la formule suivante. Donc, qui D, le D ici c'est journalier, qui D moyen est égal à Pn multiplié par D. Et D c'est quoi? D c'est la dotation. Pn c'est la population future. Donc, nous avions ici recensé 100 maisons. Et 100 maisons, nous supposons que nous avons 700 habitants. Nous projetons, c'est P0, nous projetons maintenant partant de la formule de la projection exponentielle. Pn, nous avons 758 habitants. 758 habitants, ils auront combien de besoins en eau? Et là, nous avions dit que la population, le nombre des ménages, et puis les besoins en eau, qui moyen journalier, la formule est déjà donnée ici. Non, là. Voilà. Quelques valeurs de la dotation. Si la dotation ici c'est par jour, nous avons vu l'intervalle c'est de 135 à 600. Mais vous pouvez aussi vous servir de ce tableau. C'est-à-dire, si votre population est inférieure à 200, vous pouvez prendre 125 litres par jour par personne. Mais si vous avez une population qui est comprise entre 2000 à 20 000, vous pouvez prendre 150 à 200 litres. Si vous avez entre 20 000 à 100 000 habitants, vous prenez les intervalles qui sont là. Alors, moi, je copie cette formule, capture, là, je l'amène sur Excel, copier, je suis là, je vais coller ça, et là, je parle maintenant de qui moyen, qui de moyen, qui de moyen, c'est quoi? Qui de moyen égale à la population Pn, et bien multiplié par la dotation, et je prends 150 litres. 150 litres par personne par jour. Et là, je trouve quoi? Je peux garder 2 rangs. Donc, comme je travaille en litres, je trouve 1000, 11 000, 113 000, tout ça. Alors, ça sera en litres par jour. Litres par jour. Parce que vous n'oubliez pas que en principe, je devrais ici d'abord insertion, dotation. J'ai considéré 150 litres par personne. Litres par jour par personne. Je rentre là. Litres par jour par habitant ou par personne. Voilà, litres par jour par habitant. Voilà.
Et dès que je prends, je multiplie, habitant va sa partie, donc je reste avec ça. Et tout ça en litres par jour. Mais je peux trouver ça en mètres cubes. Alors, si je veux trouver ça en mètres cubes par jour, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise par 1000. Donc ici, égal à 100 divisé par 1000. Eh bien, j'ai quelque chose de 113, qui moyen, c'est 113,67 mètres cubes par jour. Voilà. Donc, j'ai ce besoin en avant-projet. Quelqu'un d'autre pouvait aussi prendre, se référer du tableau, ici, prendre comme j'ai 700 personnes, inférieur à 2000, il peut prendre aussi 125. Il n'y a pas de problème. C'est un avant-projet, mais ne tenez pas rigueur pour ça. C'est une estimation. Donc, j'ai le débit moyen journalier, j'ai 113,67 mètres cubes par jour. Alors, maintenant, j'avance. Débit moyen journalier, j'ai déjà calculé. Je suis là, débit maximal journalier. Le débit maximal journalier, qui est le plus grand débit pendant les jours, est donné par la formule suivante. Donc, QD max égale à QD moyen, le débit journalier moyen, multiplié par KJ-max. KJ-max, c'est quoi? KJ-max, c'est le coefficient journalier maximal et il varie entre 1,2 à 1,5. 1,2 à 1,5. C'est-à-dire le coefficient qui peuvent affecter, qui tient compte de ces variations journalières ici. Alors, je rentre sur Excel. Maintenant, c'est maintenant QD. Je copie ça. Là, je peux placer maintenant, c'est QD max. QD max, c'est quoi? Quel peut être le débit maximal pendant la journée? QD max, alors, en considérant que ici, je place KJ max, c'est-à-dire le coefficient de pointe journalier. Il varie. Ça, je ferme. Non. Et ce coefficient varie entre 1,1 et 1,5. Je prends 1,2. Si je considère que ce coefficient c'est 1,2, alors QD max, la formule c'est QD max égale à QD moyen multiplié par KJ. Alors, je rentre là, égale à QD moyen qu'on avait trouvé ici, ça, multiplié par KJ max, le coefficient de pointe journalier. Et je trouve ça. Donc, le débit maximal journalier, c'est 136. Vous voyez que le débit moyen, c'est ça. 113, mais le débit max, c'est 136. Donc, on peut aller jusqu'à 136 mètres cubes par jour. Alors, débit de pointe. Le débit de pointe, c'est un débit qui tient compte de toutes les irrégularités du réseau. C'est-à-dire, on peut bien voir ça comme le débit qui est le plus grand débit pendant les jours. Mais celui-ci est plus explicite. Il tient compte même des fuites qui peuvent avoir dans les réseaux, des pertes, des charges et toutes les insécurités du réseau. Il tient compte, c'est-à-dire, c'est un coefficient qui est un peu plus grand que le coefficient journalier. Et qui de pointe, c'est quoi? C'est qui moyen multiplié par KP.
Maintenant, Kp, c'est quoi? Kp, c'est un coefficient de Kp ici. C'est un coefficient de pointe. Alors, le coefficient de pointe, il est égal à quoi? Lui, à son tour, il est égal à Kj max, c'est-à-dire coefficient journalier maximal qu'on avait défini ici, 1,2, multiplié par Kh max. Et le Kh max ici n'est pas encore défini, c'est-à-dire le coefficient horaire. Donc, au fait, le coefficient de pointe est la multiplication des coefficients journaliers par les coefficients horaires. Donc, ici, nous avons les variations journalières et ici, nous avons les variations pour chaque heure. Donc, nous multiplions les deux coefficients et on trouve le coefficient de pointe qui tiendra en compte même, pas seulement les variations, même aussi les défectuosités du réseau, la rugosité des conduites, tout ça, les pertes de charge. Alors, il est plus explicite. Donc, on va plus travailler avec le débit de pointe que le débit maximal. Alors, Kp égale à Kj max multiplié par Kh max, coefficient horaire maximal. Kj max était déjà là. Alors, ici, je vais d'abord prendre, je copie ça. Je mets ici, CTRL V. Alors, Kj max est déjà là. Kh max n'est pas encore connu. Je réserve l'espace ici pour Kh max. Et ici, je parle de qui pointe. Qui des pointes. Voilà. Alors, Kh max égale à combien? Kh max, il est là. Coefficient horaire qui exprime l'irrégularité de la consommation pendant des heures de la journée. Et Kh max égale à alpha max multiplié par bêta max. Alpha max de bêta max. Alpha max, c'est quoi? C'est 1,2 à 1,4. Il tient compte des conditions locales comme les degrés du confort. Alors, il est égal à 1,2 à 1,4. Je prends 1,2. Donc, je prends alpha max multiplié par bêta max. Alpha max, je prends 1,2. Et bêta max, c'est quoi? Il dépend du nombre d'habitants de la ville, comme indiqué dans le tableau suivant. Donc, si la population est inférieure à 1000, je prends 2. Si c'est inférieur à 1500, je prends 1,2. Donc, je suis ici, bêta max c'est 2, alpha max c'est 1,2. Donc, je prends Kh max, c'est quoi? Ici, égal à 1,2 multiplié par 2. Voilà. Donc, j'ai 1,2 multiplié par 2. Ou comme c'est dit que c'est 1,2, 1,2, 1,4, je prends la moyenne carrément. Donc, je prends 1,3 multiplié par 2. Et voilà, j'ai Kh max égal à 2,6. Alors, comme j'ai Kh max égal à 2,6, maintenant, il faut calculer d'abord le coefficient de pointe Kp. Alors, ici, j'ajoute une ligne. Insertion. Je copie ça. CTRL V. Donc, ici, j'ai plutôt Kp, coefficient de pointe. Je vois d'abord là-bas. Oui, Kp. Donc, Kp égale à quoi? En termes de formule, Kp, c'est ça. Kh max multiplié par Kj max. Donc, ici, Kp égale à quoi? Égale Kj max multiplié par Kh max. Ça. Voilà. Donc, Kp, c'est 3,12. Maintenant, on peut calculer le débit de pointe. Le débit de pointe, il est égal à quoi? Il est égal au débit moyen multiplié par le coefficient de pointe. Donc, ici, égal au débit moyen multiplié par le coefficient de pointe. Voilà. Et au finish, voilà. Donc, on a un débit de 354,6 mètres cubes par jour. Mètres cubes par jour. Alors, on va l'exprimer en termes de litres par seconde pour un usage fictif. Alors, pour l'exprimer en termes de litres par seconde, qu'est-ce que nous allons faire? Nous prenons le mètre cube, il faut le transformer, donc on multiplie par 1000.
Et puis on divise. Maintenant là, le jour, pour aller en secondes, il faut prendre d'abord 24 heures et puis vous multipliez par 3600 secondes. Je ferme, Enter, et puis j'ai, voilà, j'ai quelque chose de 4,1, 4 litres. Bon, je peux considérer les 4 litres. Je le mets en bleu. Bon, vert, jaune, rouge. Voilà, je le mets en rouge. Donc, le débit de pointe, c'est 4 litres par seconde. Et c'est ce débit ici qui va entrer dans ces réseaux. Donc, le réseau qui est là, le débit que je vais faire entrer dans les réseaux ici, c'est 4 litres par seconde. Mais vous n'oubliez pas que par jour, on a besoin de combien? Par jour, on a besoin de 354,6 mètres cubes par jour. Donc, la capacité des réservoirs, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Mais on peut toujours ajouter un petit coefficient. Mais sinon, avec ça, on peut déjà prendre en compte notre réseau. Il faut concevoir un réservoir qui va contenir cette capacité parce que c'est ça en fait les besoins par jour pour notre population. Un réservoir de 354,6 mètres cubes. Donc, on peut mettre 360 mètres cubes. Mais ce qui va circuler dans le réseau, c'est 4 litres par seconde. Voilà. On évolue. Débit spécifique. Les débits, ça, c'est, je ne vais pas beaucoup utiliser ça. Les débits spécifiques, c'est le débit par mètre linéaire du réseau. Il est donné par la formule. Le débit spécifique, c'est le débit de pointe que nous venons de calculer, divisé par la longueur de chaque partie. Et on parle de débit linéaire. Litres par seconde par mètre. La longueur totale de toutes les teutéries, on va sommer toutes les teutéries qui constituent le réseau et on divise par le débit là. Et on trouve ce qu'on appelle débit spécifique. Et ce débit spécifique permet de trouver le débit route. C'est-à-dire chaque tronçon maintenant aura besoin de quel débit. On passe seulement sa longueur. On multiplie par le débit par mètre qu'on a appelé le débit spécifique. Et puis on peut trouver le débit qui circule à chaque conduite. Le débit nodal, c'est quoi? À chaque nez, le débit qui arrive à chaque nez, c'est quoi? C'est la moitié de chaque débit qui arrive là-bas. Ça, c'est dans les cas où on est dans les réseaux maillés. Il y a plusieurs débits qui arrivent. Je rentre un peu là. Si un débit qui arrive ici, il va se partager. La moitié va dans ce sens, la moitié va dans l'autre sens. Et quand ça descend ici, alors une moitié va là, une moitié va ici. Mais nous avons aussi des lois qui vont nous permettre de bien faire cette répartition. Répartition provisoire du débit dans les réseaux maillés. C'est-à-dire, ces réseaux-là, tel que notre cas ici, notre réseau a besoin, donc c'est le débit qui va circuler, c'est 4 litres par seconde. Mais comment nous allons répartir ce débit provisoirement dans les réseaux? Parce que le problème ici, c'est le problème de répartition maintenant de ces débits ici dans chaque conduite pour que la pression soit maintenue constante et égale à ce que nous voulons pour que le service soit assuré. Alors, on va faire une répartition provisoire de ces débits ici et après, on va calculer ça avec la méthode de Cross pour essayer d'éliminer toutes les pertes de charge et garder la pression à la pression voulue et voilà, on aura terminé le dimensionnement. Alors, comment on va faire ces répartitions provisoires? Nous avons deux petites lois qui nous permettent de faire cette répartition. Nous avons la loi de continuité et nous avons la loi de conservation de l'énergie. La loi de continuité nous dit ceci. La somme algébrique des débits dans un nez, y compris la saignée, est nulle. C'est-à-dire, toutes les débits qui arrivent dans un nez, quand on va les additionner en tenant compte des signes, alors on doit avoir 0. Mais n'oubliez pas que les saignées, c'est quand on va puiser. Et une partie qui peut partir dans la consommation, il faut toujours tenir compte de ça. Par convention, les débits qui s'écoulent vers un nez sont positifs et ceux qui s'éloignent vers un nez sont négatifs. C'est-à-dire tous les débits qui convergent, qui arrivent vers un nez sont positifs. Ceux qui quittent le nez vers l'extérieur sont négatifs. Dans ce cas ici, par exemple, qui 1, il est positif parce qu'il arrive au nez. Qui 2, il est positif, il arrive au nez. Mais qui 3,
quitte plutôt le nez vers l'extérieur et Q4 quitte le nez vers l'extérieur. Donc, tous les débits qui arrivent vers le nez sont positifs. Dans ces cas ici, Q1 et Q2 sont positifs, mais Q3 et Q4 sont des débits négatifs. Et quand on va faire la somme algébrique, c'est-à-dire les positifs vont s'additionner et les négatifs, et ça doit être égal à la saignée. Ou encore la somme de tout ça doit être égale à 0. Voilà. Loi de conservation de l'énergie. Dans un boucle, si nous sommes dans un boucle, la somme algébrique des pertes de charge est nulle. On peut donc écrire toutes les pertes de charge dans les boucles doivent être égales à 0. Les débits ou pertes de charge qui circulent dans le sens des aiguilles d'une montre sont positifs et ceux qui vont dans le sens contraire sont des débits négatifs. Et à un nez, il n'y a qu'une seule pression. Voilà. Alors, on va essayer de répartir provisoirement notre débit et ça va clôturer cette partie. Et à partir de cette répartition provisoire, nous allons maintenant amener ça dans cross pour calculer. Voilà. Le débit que nous allons distribuer ici, c'est le débit de 4 litres par seconde. Voilà. Le débit de pointe. J'enregistre. Je rentre sur suivi 3D. Alors, ici, je copie, je trace, je vois que je suis le réseau. Je vais tracer une droite. Là. Le débit va circuler ici. Là. Voilà. Peut-être là. Entrée. Voilà. Donc, il y a un débit qui arrive d'abord ici. Je vais faire une flèche ici. Donc, le débit qui arrive ici, c'est combien? C'est le débit de 4 litres par seconde. Je copie ce texte. Il provient du château d'eau. Chapter. J'ai ici le débit de pointe. 4 litres par seconde. Voilà. Alors, quand les 4 litres par seconde arrivent dans un nez, le nez 1, il va se partager. Une partie va ici la moitié et la moitié va de l'autre côté. Donc, je fais aussi une autre flèche ici. Attends, est-ce que je peux copier ça? Sélectionne, copier vers là. Mais ben, je peux router ça. Rotation. Voilà, là. Et puis, je déplace comme ça. Là. Ok. Donc, le débit de 4 litres par seconde qui arrive ici, quittant les châteaux d'eau, il vient pour entrer dans les réseaux. Il entre par le nez 1. Et quand il est dans le nez 1, une partie va vers nœud 2, une autre partie va vers N4. Donc, c'est la moitié-moitié. Donc, je prends celui-ci, je copie. Là, je le place. Je place ici. Là. Et c'est combien? C'est la moitié. Donc, comme c'est 4, j'aurai 2 ici. 2. Ici aussi, j'aurai 2. 2. Voilà. 2 litres, 2 litres. Alors, je continue le parcours ici. Maintenant, les 2 litres qui arrivent ici au nez 4. Donc, divisé par 2, une partie va ici, vers le nez 3. Une partie va vers le nez 5. Alors, je copie ça. Copier. Là, je mets ça ici. Et puis, je copie ça aussi. Copier. Là, et puis je mets ici. Donc, ici, j'aurai ces 2 litres qui arrivent ici. J'aurai ici 1 litre. Ici aussi, j'aurai 1 litre.
Voilà. Et quand vous vérifiez, vous verrez que c'est 2 litres qui arrivent ici. Et c'est 2 litres aussi qui partent. Donc, la somme de débit qui arrive dans un nez est égale à la somme de débit qui en partent. Voilà. Maintenant, ici, les 2 litres arrivent ici. Et ici, ça n'a que le choix de rentrer là-bas. Donc, je vais descendre comme ça avec le même 2 litres. Donc, je copie ça. Copier. Copier. Et puis, je suis là. Là. Donc, j'ai 2 litres qui continuent comme ça. Arrivé maintenant ici. Arrivé ici. Faites attention. Il y a 2 litres qui arrivent au nœud 3. Il y a 1 litre qui arrive au nœud 3. Donc, j'aurai ici combien? J'aurai 2 plus 1 qui arrive, ça fait 3. Et je n'ai qu'une direction. Donc, il y a 3 litres qui vont partir de ce côté. Je sélectionne le 2. Là, copier. Je place ici. Là. Et puis, c'est 3 litres. Voilà. Maintenant, le 3 litres, quand ça arrive dans le nœud 7, une partie part vers 6, une partie part vers 8. Donc, j'aurai 1,5, 1,5. Je sélectionne ça, copier, copier. Ici, ça fait 1,5, 1,5 litres qui descend. Et aussi, j'aurai 1,5 qui vient vers 6. Je sélectionne ça. Chapter. Voilà. Copier. Je mets ici. Là. Mais ça, il faut tourner ça. Rotation. Comme ça. Et puis faire reculer ça. Déplacer. Là. Alors, c'est 3 litres qui arrivent ici. 1,5 va là-bas. 1,5 vient ici. 1,5. Voilà. Alors, ici, la même chose. Maintenant, quand j'arrive à N6, les 1,5 ici, je peux continuer avec ça ou je vais d'abord avec ça. Les 1,5 ici, quand il arrive ici, N6, une partie descend, une partie va là-bas. Donc, je sélectionne ça, copier, là, ça fait 0,75, 0,75 qui part là-bas et une partie descend, 0,75 aussi. Copier. Là, je peux mettre ça même là-bas. Donc, ça fait 0,75. 0,75. Voilà. Et maintenant, ici, ça signifie quoi? Comme j'ai déjà donné ce sens, alors ça ne peut que descendre. Donc, j'ai 1 et 1 et 0,75 qui arrivent à N5 et ça ne peut que descendre. Donc, j'aurai copié ici. Copier. J'aurai 1 plus 0,75, donc j'aurai 1,75 qui va descendre ici. Et ici maintenant, je rentre ici 1,5 qui arrive ici et il va là-bas. Donc le sens c'est vous qui donnez, mais en respectant la cohérence des théories énoncées. Copier. Là, j'ai 1,5 qui continue son chemin. Et puis, ici aussi, ça arrive là. On est 9.
Donc, au nez 9, j'ai 1,5 et 0,75. Alors, je ramène ça là-bas. Donc, j'aurai un total. Je copie d'abord. Donc, j'aurai 0,75 plus 1,5. Donc, j'aurai quelque chose de 2,25. 2,25 litres par seconde qui arrive au nez 10. Et j'ai 1,75 litres par seconde qui arrive aussi au nez 10. Et je vais sortir du réseau. Donc, il y aura les saignées ici. Là. Je vais sortir du réseau. Mais je sors de combien? De ce qui était entré là. Parce que il n'y a pas eu saigné en route. Donc, j'aurai, et vous vérifiez 2,75 plus 1,75, 2,25 plus 1,75, donc j'aurai 4 qui ressort. Là, chapitre, j'ai ici 4 qui sort. Alors, si je me donnais aussi des sorties ici, je tiendrai compte de ça et vous verrez que j'aurai peut-être 2, 3 sorties de saignées et tous les équilibres donnés doivent vérifier les saignées que vous avez fait. Et vous voyez ici, la somme des débits qui arrive ici, c'est 4 et qui sort aussi, c'est 4. Donc, voilà, nous avons fait la répartition provisoire des débits afin de nous permettre d'aborder cross. Nous allons placer, mais nous allons prendre maintenant les réseaux ici, l'amener sur un fichier classeur Excel que vous avez déjà constitué. Et avec la méthode de cross, il faudrait que quand les débits circulent comme ça, tel que nous avons donné provisoirement, il faudrait que toutes les pertes de charge pour les boucles soient nulles. Et si ce n'est pas nul, on va commencer à corriger tous ces débits qu'on a placés ici avec une quantité delta qui sera calculée par la méthode de cross jusqu'à ce que toutes les pertes de charge soient nulles. Et vous verrez qu'on aurait maintenant des débits finaux qui ne seront pas ce qu'on a donné provisoirement. Ça, c'est donné provisoirement pour commencer les calculs. Voilà, je crois que ce tutoriel touche à sa fin. Le tutoriel prochain serait un tableur Excel pour calculer la répartition de ces débits ici par la méthode de cross et puis chercher à passer sur Epanet pour dessiner maintenant ces réseaux avec les débits calculés déjà et puis faire l'optimisation du réseau. Je vous quitte, à la prochaine, ciao.